les programmes de Walfadjri. Bienvenue dans cette émission d'Actu en 7, la première du mois de février 2014. Pour cette émission, nous recevons Boubacar Ba. Vous êtes journaliste, communicant. Bonjour. Boubacar. Bonjour. Nous recevons également Mayoro Faye. Vous êtes journaliste et communicant. Bonjour. Bonjour Thomas. Nous rentrons dans cette émission par le premier thème relatif à l'acte 3 de la décentralisation et à la série de contestations qui l'a suivi. Nous allons écouter successivement Abdoulaye Baldé qui porte la parole des élus locaux. À Dakar, ils ont dénoncé justement cet acte 3 de la décentralisation. Juste après, nous allons suivre un bout d'une correspondance Achille Nian à Louga avec l'accueil réservé à la délégation du ministère de la décentralisation et des collectivités locales et la réaction d'Adama Diouf qui conduisait cette délégation qui se veut plus rassurant. Magnéto, nous revenons juste après. Nous avons, dans le cadre du comité de pilotage national, rencontré le président de la République pour lui remettre un mémorandum qui a été confectionné par l'ensemble des autres de collectivités locales dans le cadre de l'UAL. Moi-même, je suis vice-président de l'UAL, donc aucune concertation n'a été menée sur la suppression des régions. Et quand nous avons rencontré le président, il était question de maintenir les 3 ordres de collectivités locales, de créer une collectivité locale départementale, mais de maintenir les régions, les communes et donc le département. Donc c'est avec grande surprise que nous avons appris à travers les médias que les régions ont été supprimées. Adama Diouf, le directeur de l'appui au développement local et porte-parole du ministère des collectivités locales, tient à rassurer ses travailleurs. Les agents du conseil régional de Louga, nous les avons vus avec des brassards rouges, s'inquiétant sur le sort qui leur est réservé. Je voudrais vraiment vous remercier d'abord de cette antenne que vous m'offrez pour les rassurer. Il n'y aura pas de perte d'emploi pour les agents des conseils régionaux. Autre motif d'inquiétude des travailleurs du conseil régional de Louga, l'avenir de la coopération décentralisée. Louga était en connexion avec beaucoup de partenaires au développement. La région est pour les partenaires de la coopération décentralisée un levier de contournement du foisonnement des collectivités locales avec la diversité de communes et de départements qui seront érigés par l'acte 3 de la décentralisation. Que la disparition de la région de Louga, par exemple, va sevrer 27 villages de la communauté rurale de Kabagé d'eau potable. Alors, Boubacar Ba, cette suppression annoncée des régions, pertinente, inopportune ou un peu des deux? Écoutez, la question mérite d'être posée. C'est clair que j'ai participé à quelques débats, quelques conférences sur l'acte 3 de la décentralisation. L'idée générale, en fait, est de rendre les régions beaucoup plus efficaces. Ne pas faire un découpage politique, comme ça a été, comme on l'a soupçonné les régimes précédents d'avoir fait leur découpage, mais d'en faire véritablement de véritables pôles de développement. Vous savez, nous sommes dans la sous-région un petit peu excentrée dans l'UEMOA. Nous ne sommes pas au cœur de l'activité de l'UEMOA et nous devons faire attention à cela parce que nous sommes dans une compétition mondiale. Et par exemple, le fait de vouloir faire de Dakar et de Thiès une région unique participe à cette volonté de mettre en concert un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre de moyens et une certaine vision économique. Le problème de la décentralisation, le problème de ces bonnes idées de la décentralisation, c'est que si elle n'est pas bien expliquée, si elle n'est pas bien comprise, automatiquement, il y a un rejet de la part des populations. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les plus grands perdants de cette décentralisation seront le personnel politique. C'est eux qui, aujourd'hui, risquent de perdre des positions. Quand vous passez de 14 régions aujourd'hui à 6 régions, ça fait moitié moins de conseillers régionaux, donc moitié moins d'hommes politiques qui vont pouvoir avoir des postes. Et quand on sait qu'au Sénégal, il y en a certains qui deviennent des politiciens professionnels parce qu'ils n'ont pas d'autres activités derrière, vous comprenez bien qu'ils vont s'arc-bouter sur cela. Et l'influence qu'ils ont sur les populations fait que ces dernières peuvent rejeter l'acte 3 de la décentralisation. Et ce qui m'amène à dire que cet acte 3 de la décentralisation, en tout cas tel qu'il est mené aujourd'hui, ressemble beaucoup plus à un forcing. Je ne vois pas pourquoi ceux qui ont pensé à mettre l'acte 3 de la décentralisation, comment on en est arrivé là. Je veux dire, il y a un forcing. La preuve, c'est qu'on est obligé de déplacer les élections pour pouvoir mettre l'acte 3 à l'intérieur. Chaque jour, vous avez des corps intermédiaires qui manifestent,
prendre position contre cet acte 3 et le gouvernement recule sur ceci ou avance sur cela. Non, je veux dire, un chambardement pareil au niveau de l'administration territoriale mériterait, de mon point de vue, un meilleur traitement, un meilleur partage au niveau des populations. On y va au niveau des populations de base et on remonte tout doucement pour leur faire comprendre que ce n'est pas parce que le conseil régional disparaît que vous n'allez pas avoir de l'eau. Il faut quand même être sérieux quelque part. Je veux dire, on n'enlève pas un conseil régional, on n'enlève pas une administration pour laisser le vide derrière. Il y a quelque chose qui va remplacer, qui va être plus efficace. Mais c'est clair que si vous laissez des hommes politiques prendre la main, ils vont forcément montrer que les côtés négatifs et forcément vous derrière, vous courez et vous avez toujours un train de retard. Donc, souci de communication. Mayoro Faye, c'est simplement souci de communication, cette suppression des régions? Thomas, moi je pense qu'il y a cet aspect-là qui est très important. Ce déficit de communication qui n'a pas permis une appropriation par les populations. Et aujourd'hui, on assiste à beaucoup de contestations au niveau des présidents de région, au niveau de l'UAL, au niveau de certains maires, au niveau de certains partis politiques, même au niveau du personnel des collectivités locales. Ça veut dire que l'acte 3 de la décentralisation, au lieu de rassurer les vrais acteurs de l'espace des collectivités locales, a installé une crainte. Une crainte que certains expliquent par, comme il l'a dit, certains risques liés aux acquis qu'ils avaient déjà mis sur la balance relativement à la coopération internationale, par rapport au partenariat et par rapport également à l'aspect même sociologique des régions, cette identité que tout le monde défendait, ce sentiment d'appartenance à une région donnée. Et voyez-vous, moi qui suis de Saint-Louis, si demain on s'aventurait à vouloir me rattacher soit à Matam ou à Louga, parce que ce sont les deux régions limitrophes. Bon, justement, essayez de voir quel est le sentiment. Peut-être dessus, parce qu'il y a eu une sortie du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui disait que l'on va gommer comme ça 300 ans d'histoire de votre ville, justement, Saint-Louis. Est-ce que vous le percevez comme ça? Moi, je pense que, est-ce que Saint-Louis est concerné? Je ne pense pas. Il y a même un problème de compréhension de ce que c'est que l'acte 3 de la décentralisation. Il y en a qui disent que la ville de Thiès risque de sauter, d'autres disent que la ville de Dakar risque de sauter. Sinon, au pire des cas, la ville serait là, mais n'aurait plus les moyens qu'il avait auparavant, avec la communalisation intégrale. Et ce que vous dites est très important, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne sait pas dans quoi on va être mangé. Effectivement, c'est ça le problème. Normalement, on est censé voter pour cette décentralisation au mois de juin. Donc, il y a un problème de communication. Si vous allez dans les cercles où on en discute, ils peuvent vous expliquer. Mais il faut que ça quitte ces cercles-là et que, comme il l'a dit, que les populations s'approprient. Lui, en tant que Saint-Louisien, il aimerait bien savoir ce qui va arriver, comment ça va s'organiser. Vous savez, à l'époque, quand même, Saint-Louis, c'était une région qui allait de Saint-Louis à Matam. Tout le monde était dedans. Mais les gens de Matam vous disent, mais vous savez, pour nous avoir des papiers administratifs, il faut aller jusqu'à Saint-Louis. Ce qui était ridicule. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, on ne va quand même pas me dire que quelqu'un à Matam ne peut pas avoir ses papiers là-bas, ce qui prouve encore qu'au niveau de l'administration, il y avait du travail à faire. Et aujourd'hui, on souffre d'une communication et les gens se posent trop de questions qu'ils n'auraient pas dû se poser aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte. Comme il l'a dit tantôt, M. Ba, les gens ont le réflexe de politiser les choses. Au lieu de mettre en place une politique de territorialisation, il faut éviter de politiser les territoires. C'est ça. Non. De toute façon, l'acteur principal, c'est le pouvoir, c'est l'État. Et l'État n'est pas seul parce qu'il y a les partis de l'opposition, il y a la société civile, mais également il y a d'autres cercles qui interviennent quand il s'agit de réfléchir sur une autre cartographie de nos collectivités locales. Maintenant, il y a également
un aspect qu'il faut mettre sur la table, c'est le fait de ne pas évaluer déjà l'existant, c'est-à-dire les régions qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps. Ça, c'est important. Il fallait que les populations puissent se dire, écoutez, par rapport à plus de 10 ans d'exercice, voilà le résultat que nous ont apporté les régions. Et peut-être à partir de ce résultat, les populations pourraient être mieux préparées pourraient être mieux réceptifs par rapport à cette réforme-là. Il y en a qui disent déjà que c'est politique parce que en vérité, le parti au pouvoir ne détient aujourd'hui aucune région. Parce que parmi les 14 régions, il n'y a que le PS, il y a le PDS, il y a l'AFP et le Rewmi avec la région de Thiès. Donc tout ça, c'est des informations qu'on véhicule à travers les populations qui concourent quand même à rendre plus floue cette réforme-là. Et si on revient sur les moyens qu'on a octroyés aux régions, imaginez-vous que toutes les régions, toutes les 14 régions n'ont pas plus de 6 milliards comme budget. Ça pose problème. Hein? Et la commune de Plateau vaut mieux du point de vue budgétaire que toutes les régions du Sénégal. Ça pose un problème. Et que j'ai entendu le ministre, certainement sa langue a fourché, certainement, Maître Youm dire que oui, les régions sont budgétivores. 6 milliards, alors que rien que la coopération, avec l'extérieur, rapporte aux régions plus de 25 milliards. Ça veut dire qu'il y a un problème de communication. Il y a un sérieux problème. Il faudrait que les gens s'asseyent, se parlent et qu'on mette sur la table les vrais enjeux de cette réforme des collectivités locales. Vous parliez de politisation. Aujourd'hui, il n'y a pas pouvoir-opposition qui politise ce débat. C'est tous les hommes politiques qui aujourd'hui politisent ce débat parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'il y a des intérêts politiques. Ben oui, il y a des intérêts politiques qui vont être en jeu. Je vais vous passer de 14 à 6 régions. Comment ça va s'organiser à l'intérieur? Quels vont être et puis quels vont être les perdants? Quels vont être les grands perdants? Vous savez, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a ce qu'on appelle des hommes politiques qui ont une sorte de couverture nationale, c'est des hommes politiques nationaux, et vous en avez d'autres, c'est des régionaux. Sortis de la région, on ne les connaît pas. Si maintenant la région est confondue dans une autre, ils vont faire comment? Ils vont disparaître. Donc, il faut que les populations s'approprient, il faut qu'on vienne expliquer aux autres. Et bien entendu, on ne peut pas expliquer un changement si on ne fait pas le bilan de l'existant. Ça, c'est clair. Il faut faire le bilan de l'existant, dire voilà ce qui a marché. Voilà aujourd'hui pourquoi on décide d'amener une amélioration. Parce que quand même, je me rappelle quand j'étais gamin, on était aux alentours de 6-7 régions. Et puis après, on est parti à une explosion. Chaque département est devenu une région en tant que telle. Et puis maintenant, on veut revenir à 6 régions. Pourquoi on nous a demandé de changer? Pourquoi on revient en arrière? En fait, normalement, aujourd'hui, à quelques encablures, à 6 mois d'une élection, on devrait plus se poser la question de pourquoi. On devrait se poser la question de comment améliorer encore le système. Mais si on en est encore à se poser la question de pourquoi, c'est que vraiment, les géniteurs, ceux qui ont pensé cela, ils ont failli dans ce côté-là. Vous savez, le problème des spécialistes, des hommes de l'art, c'est que de temps en temps, ils oublient qu'une fois qu'ils ont produit une idée, il faut la descendre sur le terrain et au niveau le plus bas. Parce que si les populations ne s'approprient pas cela, vous pouvez aller jusqu'à demain matin, vous n'aurez rien. Rien du tout. Donc, la vision, en tout cas, de certains, c'est-à-dire que c'est un moyen trouvé par l'APR pour gommer certains politiques. L'APR est fautive. C'est-à-dire, même si ce n'est pas le cas, l'APR est fautive. L'APR est fautive. Pourquoi? Parce que tout simplement, en repoussant les élections, locales au mois de juin pour intégrer l'acte 3 de la régionalisation et en apportant autant de changements, mais vous voulez, c'est clair que les politiques sont des politiques, ils sont dans leur rôle. Surtout que le président avait déjà, à l'occasion d'une rencontre qu'il avait accordée aux exécutifs de ces collectivités locales, qu'il allait maintenir les 3 ordres de collectivités locales, c'est-à-dire la commune, les communautés rurales, les communes et les régions. Simplement, les communautés rurales allaient connaître quand même une communalisation universelle. Donc, j'ai eu peur quand j'ai entendu le président de l'Association des maires du Sénégal, Abdoulaye Baldé, dire qu'ils ont appris à travers la presse que véritablement les régions seront supprimées. Ça pose problème. Aujourd'hui, il y a des caravanes à l'intérieur du pays.
du personnel de ces collectivités locales, des présidents de régions et d'autres acteurs. Et puis, il y avait ce qu'on peut appeler un parallélisme des ordres avec les partenaires tels que la France, où il y a des régions, l'Italie, où il y a des régions, l'Espagne, où il y a des régions. Mais la plupart, 80% de ces fruits qui viennent de la coopération décentralisée provenaient de ces pays-là. Et c'était entre régions. Maintenant, si on supprime les régions, ça veut dire que ce sera un commencement. L'autre qui parle de l'eau, il l'a mal expliqué. Il voudrait dire qu'à Louga, c'est à travers la coopération décentralisée que la région de Louga a pu trouver des financements pour l'adduction d'eau dans certains villages. Peut-être c'est une phase, c'est la phase 1, il y aura la phase 2, la phase 3, etc. Et qu'il y a des villages qui vont suivre les uns après les autres. Peut-être c'est par rapport à ça qu'il dit que véritablement l'eau sera stoppée net par rapport à certains villages qui attendaient cette adduction d'eau. Mais quand il le dit, c'est qu'il a peur. C'est qu'on ne lui a pas donné l'information que les projets vont continuer. Voilà. Parce que ça revient à l'État, ça. Ça revient à l'État. C'est l'État qui devait expliquer aux gens que tous les projets qui sont en cours ne seront pas remis. En fait, le problème de fond, c'est la concomitance entre l'acte 3 de la décentralisation qui sort. Oui, non, c'est pas mauvais. Mais malheureusement, on ne voit que ce qui cloche. On nous sort cela à quelques mois d'une élection. C'est pas bon. Qu'est-ce qui empêchait de faire les locales normalement? Après les locales, maintenant on parle de l'acte 3 de la décentralisation. Avec on se donne 5 ans. On donne 5 ans. Assez de réflexion. Et au lieu d'annoncer tout le monde. Et l'erreur de base, de mon point de vue, c'est de dire voilà ce que nous allons changer. Au nom de quoi vous allez changer sur ma région sans me demander mon avis? Mais c'est tout à fait normal. Je pense que le début, ils auraient dû garder dans leur carton leurs idées, prendre l'information au niveau de la base. Vous savez, les populations locales savent exactement comment résoudre leurs problèmes. Et s'ils ont l'impression que l'idée vient d'eux, après maintenant, vous venez leur exposer ce que vous allez faire. Mais ils ont commencé d'abord par exposer et dire, bon voilà, sur quoi vous allez discuter. Les gens vont dire non. Et c'est tout à fait normal. Ça marche partout. Dans la communication pour le développement, c'est comme ça que ça fonctionne. On revient au principe, tout ce qui se fait sans nous se fait contre nous. Oui. Et puis, il y a un problème très sérieux au niveau des communautés rurales. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas des lettrés en langue française. C'est quel autre souci, justement, qui aujourd'hui sont en train de gérer des collectivités locales, des communautés rurales. Absolument. Ce sont des présidents, des vice-présidents qui ne sont pas des lettrés comme nous. Maintenant, si la réforme dit que désormais, pour gérer... Toute personne qui ne sait pas lire et écrire en français. Communauté rurale qui est devenue une commune, il faut savoir lire et écrire le français. Mais jusqu'à présent, c'est peu de PCR qui ont encore cette information. Pour eux, ils vont revenir. Parce que c'est l'environnement, c'est sociologique, c'est comme un village. C'est des notables Les gens locaux. c'est des notables, de grands notables qu'on met toujours devant. Qu'ils soient lettrés ou illettrés, on les met devant. Mais soit dit ça en aussi, passant, ça va ne pas créer être lettré un en changement français sociologique à la base. Oui, ne pas être lettré en français ne signifie pas qu'on ne sait pas gérer, soit dit en passant. Effectivement. On peut très bien savoir gérer sans être lettré en français. Tout ça fait partie maintenant des limites de la réforme. Donc, souci de communication. Nous allons avancer dans cette émission pour parler de l'état du Parti démocratique sénégalais. Il y a quelques jours, Serigne Mbacké Ndiaye, qui fut porte-parole de Maître Abdoulaye Wade et qui se présente toujours comme tel d'ailleurs, faisait une sortie durant laquelle il théorisait ce que l'on a appelé l'axe PDS-APR. Serigne Mbacké Ndiaye affirmait notamment que le PDS et l'APR siègent tous deux, en tout cas au sein de l'Internationale libérale. Donc, il n'était pas exclu un éventuel rapprochement. La réponse n'a pas tardé. Elle a été donnée durant cette semaine à Thiès par Mohamed Lamine Massali. Nous suivons cet élément. Magnéto. Mohamed Lamine Massali, en lead vocal de groupe TON. Serigne Mbacké Ndiaye a combattu le PDS dans sa longue marche vers le pouvoir. Et il est toujours dans cette posture. Serigne Mbacké Ndiaye n'est pas un responsable du parti. Dans le département de Thiès, encore moins le coordinateur départemental. Il n'a plus le droit de parler au nom du Parti démocratique sénégalais. Et d'ailleurs, nous déclarons solennellement que désormais, il ne fait plus partie de notre structure. Mieux, une plainte sera déposée contre lui auprès du procureur pour usurpation du poste de coordinateur départemental. Le jeune wadiste n'a pas été des plus tendres avec son aîné qu'il qualifie de prévenir un courtier politique avec cette démarche honteuse. Le PDS c'est nous. À Thiès c'est nous. C'est pas les Omar Sarr qui est à Dagana et autres. Non, le PDS c'est nous à Thiès.
et nous allons régler notre problème nous-mêmes. Serigne Mbacké Ndiaye il n'habite pas à Thiès. Il n'habite pas à Thiès commune. Il n'a qu'à aller rester là où il habite. Notre problème à Thiès, c'est nous qui allons le régler. Au président Macky Sall, il écarte avec véhémence toute idée d'alliance parce qu'explique-t-il, on ne peut pas s'allier avec la paix. Nous disons non et nous continuerons encore une fois à dire non. Nous avons nguur boo xam ne benn dafa télé Macky benn bilan la am muy emprisonné. Alors, Mayoro Faye, cette sortie on ne peut plus virulente de Mohamedou Lamine Massali, simple réglage au sein d'un parti ou réel désaveu de Maître Abdoulaye Wade? Parce que quelquefois on dit, disons, les trublions des partis sont ceux qui disent tout haut ce que les hauts cadres pensent tout bas. Non, Thomas, je pense qu'il ne faut pas entretenir la confusion. Hein. Aujourd'hui, c'est un débat entre deux responsables politiques d'une même zone qui se tiraillent pour chacun de son côté essayer véritablement de contrôler Thiès. C'est ça le problème. Parce qu'il y a de cela une semaine, Serigne Mbacké Ndiaye, en rapport avec les cadres de Thiès, avait organisé une journée de réflexion sur l'acte 3 de la décentralisation et sur les élections locales à venir. Et nous-mêmes, on avait eu le privilège d'être invités par les cadres pour participer à cette journée. Et pendant cette occasion, nous avions eu à rencontrer également Mamadou Massali, qui est très engagé sur le terrain, mais il y a de l'incompréhension entre les deux, parce que chacun essaie de tirer la couverture sur lui-même, et c'est parce qu'il y a des enjeux politiques, ce n'est que ça, il y a des enjeux politiques, et jusqu'à présent, malheureusement, ils ne parviennent pas à s'entendre. Moi, je pense que la tâche revient au PDS, du fait que ces structures marchent bien, de les réunir autour d'une table pour régler. C'est un incident mineur, hein, ça, ce n'est rien. Et par rapport à un grand parti comme le PDS, c'est parce qu'il y a des enjeux. Et il n'y a pas que Serigne Mbacké et Massali à Thiès, hein, il y en a d'autres. Certainement, ils n'ont pas parlé, mais ils ont des positions. Maintenant, c'est au parti de les réunir, hein, et de faire de son mieux pour que l'essentiel soit qu'ils prennent la même direction, en direction, pour me répéter, des locales. Parce que c'est ça qui donne une force au parti. Et tant qu'ils sont divisés, hein, ce qui est sûr, Idriss Seck est déjà fort là-bas. Et même s'il y a une certaine dégringolade par rapport au taux qu'il réalise, l'APR maintenant c'est un parti au pouvoir. Donc ça veut dire que la chose politique au niveau de Thiès ne sera pas aisée. Et que le parti qui aurait réussi son unité aurait plus de chances à remporter les élections locales à Thiès. Boubacar Ba, ces simples réglages, cette sortie, on ne peut plus énergique, c'est le moins qu'on puisse dire de Mohamedou Lamine Massali, simple réglage ou signe de quelque chose de plus profond? En tout cas, s'il y a signe de quelque chose de plus profond, on veut mieux l'arrêter tout de suite. En prenant une position comme cela, avec la virulence qu'on le connaît, Serigne Massali fait passer un signal en disant « nous n'avons pas à aller à la PR ». Aujourd'hui, le PDS est un parti qui se débrouille très bien dans l'opposition. Quand on voit dans les débats, on a l'impression que c'est eux qui sont au pouvoir et que les autres sont dans l'opposition. Ils sont agressifs, ils sont virulents. En fait, ils font exactement le job d'opposants. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est peut-être une volonté de vouloir faire de monsieur Serigne Mbacké Ndiaye qui va aller rencontrer Macky. C'est pas très sérieux tout cela. C'est-à-dire que ça entretient une sorte de flou artistique. Oui, on veut revenir à l'APR, ce qui serait une escroquerie politique. Parce que quand on a voté pour l'APR et la coalition qui a amené Macky Sall au pouvoir, c'était pour dire nous ne voulons pas du PDS au pouvoir. C'est comme si aujourd'hui, vous avez un employé chez vous, vous le licenciez, vous prenez quelqu'un d'autre, et c'est quelqu'un d'autre là en venant, il revient avec l'employé licencié. Il y a un problème quelque part. Aussi, dans ce pays-là, il faut qu'on arrête quand même ce genre d'escroquerie politique. Vous avez perdu le pouvoir, vous n'avez qu'à le reconquérir par les urnes, vous n'avez qu'à le reconquérir par là où vous avez perdu. Et Massali reprécise bien les choses, le débat, pour que les velléités de quelques-uns qui auraient une volonté de partir à l'APR s'arrêtent, ou même mieux, la velléité de vouloir faire de l'APR, de le mettre en symbiose avec le PDS plutôt, de le mettre en symbiose avec l'APR, il ne faut pas que cela perdure. Et le PDS n'a rien à gagner. C'est différent que ça au fond, le PDS et l'APR. Ah non, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce qu'aujourd'hui, il y a un dilemme au sein de l'APR.
que vivent véritablement les responsables, parce qu'il y en a qui sont trotskistes, il y en a qui sont communistes, il y en a qui sont socialistes, il y en a qui se réclament du libéralisme. Et aujourd'hui, le président Macky Sall apparemment ne peut pas se lever pour dire que nous avons un parti libéral. Tel n'est pas le cas pour le PDS. Et je pense que la tête peut déterminer le reste du corps. Et Macky Sall est libéral. Il a même eu à participer à la rencontre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et l'APR n'est pas encore membre de l'international libéral. Hein. L'APR n'est pas encore membre de l'international. Parce qu'il faut une cooptation du PDS. C'est comme ça que ça marche. Il faut une cooptation du PDS pour que la paire puisse... Mais je pense qu'à ce niveau, ça ne pose pas problème parce que c'est pour élargir la famille libérale. Mais il y a un problème politique, un contentieux politique qui est là, qui ne favorise pas quand même... c'est pas une transhumance, mais des déplacements de certains responsables du PDS vers le premier responsable de l'APR. Fût-il que ça se passe nuitamment ou à titre personnel, tout ça c'est des explications qui viennent rajouter quand même à une situation de confusion. Moi je pense que Massali et tous les autres sont dans leur droit. Maintenant, c'est au frère Serigne Mbacké Ndiaye d'éclaircir sa position et d'éviter certaines situations inconfortables qui mettent le doute partout et qui ne pourraient pas être cautionnées par le parti. Parce qu'en vérité, le PDS n'est pas prêt du tout à s'allier avec la paire. Le PDS ne pense même pas à ça. Le PDS joue bien son rôle dans l'opposition et compte rester dans l'opposition. Et en même temps, travaille à la conquête démocratique du pouvoir. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on respecte les équilibres. Oui. On a besoin d'avoir un État qui gouverne et une opposition très forte qui s'oppose. Oui. Et parallèlement aussi avoir une société civile qui joue véritablement son rôle pour jouer le rôle d'arbitre, comme le fait bien une bonne partie de la presse. Mais l'APR aujourd'hui... Bon, je pense quand même que l'APR a beaucoup de... Vous disiez que c'est la même chose. Il ne faut pas oublier quand même d'où vient l'APR. L'APR vient des flancs du PDS. Il vient des gens qui ont contesté à un moment donné l'hégémonie d'Abdoulaye Wade. Ils ont créé l'APR. Et même à la limite, je disais en 2012... Certains affirment méchamment qu'ils se sont fait virer. Oui, oui, ceux qui ont été virés... C'est ça la vie des partis politiques aussi. C'est ceux qui ont été virés. Ils ont créé un parti. Bon, malheureusement, au Sénégal, je rigole toujours quand on parle des Trotsky, des ceci, cela, mais tout le monde travaille ensemble, ce qui me paraît toujours un petit peu farfelu. Parce que je voudrais bien savoir quel est le point commun il peut y avoir entre un communiste et un libéral en termes de doctrine économique. Et un socialiste. Quand on voit ce qui prouve qu'au Sénégal, la doctrine politique, c'est juste pour la façade. Mais derrière, on fait la politique pour un homme, on fait la politique pour avoir une place. Donc c'est beaucoup plus ça. Et le problème de l'APR venant des flancs du PDS, il a aussi dans l'ossature, dans le cœur, les manières de travailler du PDS. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui veulent comme ça vouloir les rapprocher. Créer des passerelles. Et il ne faut pas oublier aussi que l'APR est dans une position où moi, personnellement, je pense que l'APR a gagné les élections parce qu'ils ont fait le job, mais ils ne s'y attendaient pas. Je pense qu'ils se positionnaient beaucoup plus pour dans 5 ans. Et là, ça leur aurait permis de faire le maillage du pays. Or, l'APR a hérité du pouvoir parce qu'ils ont fait le travail. Ils sont partis. Ils ont fait vraiment un bon travail de terrain. Ils ont eu le pouvoir. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore un parti aussi bien structuré, avec un maillage de tout le pays. Donc, c'est clair qu'au niveau de l'APR, il peut y avoir des velléités à l'intérieur en disant, écoutez, il y a des zones où on n'est pas fort, où c'est beaucoup plus nos compagnons PS, surtout le PS, qui sont très forts. Alors peut-être que si on prenait quelqu'un du PDS, ça pourrait nous arranger. Mais en fait, in fine, ceux qui vont juger, c'est les électeurs. Et les électeurs, je ne suis pas forcément sûr qu'ils apprécieraient beaucoup d'avoir fait partir le PDS et de voir le PDS revenir par la petite porte. Ça, je ne suis pas forcément sûr qu'ils apprécieraient. Mais est-ce que ces deux partis, au deux sens du terme, parti politique et puis parti de la société sénégalaise, ne doivent pas se parler? Parce que certains observateurs ont vraiment le sentiment qu'on est dans une logique disons, de règlement de compte. Est-ce que pour l'intérêt du pays, il ne faudrait pas que ces deux partis se parlent? On a le cas. Oui. AFP-PS. AFP-PS. Pourquoi ils n'ont jamais pu aller ensemble? Jamais quelqu'un du PS ne travaillera sous la direction de quelqu'un de l'AFP. Parce que le PDS considérera qu'ils ont perdu le pouvoir en 2000 à cause de l'AFP. Et donc, vous avez la même chose. Le PDS va considérer que
c'est à cause de l'APR, et en plus ça tombe bien, c'est quelqu'un de l'APR qui a pris le pouvoir, et c'était quand même le numéro 2. Et donc, ils vont dire, non mais ces gens-là nous ont mis dehors. En plus, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, la chasse des biens mal acquis, Aïdon qui est en prison, Pierre Ousmane Sy, Karim Wade, et qu'ils ont tous l'impression d'être persécutés à tort ou à raison, ça c'est pas le débat, vous croyez que le PDS va venir discuter avec l'APR? Sur quelle base? Ils partagent quelque chose, ils sont libéraux, c'est des anciens frères, mais il ne faut pas oublier qu'on les a sortis. Il y a un contentieux politique latent qui est là et moi je pense que ce n'est pas encore vidé. On ne peut pas avoir une bonne partie de nos responsables en prison et que chacun a aujourd'hui un dossier qui n'est pas encore clair malgré la durée qui s'élargit de plus en plus et qu'on revienne pour dire oui on est d'accord sur tel ou non. Moi je pense qu'il y a des préalables. Ce dialogue-là est un dialogue nécessaire comme tu dis parce que cela y va de l'équilibre sociopolitique de notre pays, mais ce dialogue va concerner simplement les règles du jeu, c'est-à-dire que l'opposition soit dans des dispositions de pouvoir s'opposer, que l'État en place respecte les règles du jeu du point de vue démocratique, qu'on permette à chacun de s'asseoir à sa place et de jouer son rôle. Quelles sont les règles du jeu qui sont violées? Les règles du jeu, c'est l'instauration d'un État de droit, ce n'est pas encore la liberté de la justice, mais il y a des interrogations un peu partout, parce qu'il y a quelques exemples quand même qui remettent en cause certains principes fondamentaux quand même qui fondent notre République. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on revienne à l'état de droit, qu'on libère le maximum possible la justice par rapport à l'exécutif, qu'on ne politise pas certains dossiers devant la justice. Il y a déjà le cas Karim Wade qui aujourd'hui met mal à l'aise tout le monde parce que pour un seul délit, il y a 2 mises en demeure et jusqu'à présent on ne parle pas encore de procès, c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière, c'est une accusation qui 2 jours après sera démontée, telle que DP World, ABS, etc. etc. Moi je pense qu'il y a lieu de s'arrêter. Et c'est de l'intérêt de tout le monde. Il y a lieu de s'arrêter et de repartir sur de nouvelles bases. Et créer les conditions d'un dialogue sincère entre l'opposition d'une part et le pouvoir de l'autre part. Moi, je pense que c'est ça qui nous manque et ça va se ressentir dans l'économie nationale, mais aussi dans la vie socio-politique de notre nation. Oui, mais en fait, là je ne partage pas complètement votre point de vue. Vous savez, le temps de la justice, c'est le temps de la justice. Il est totalement différent du temps des médias et du temps de la politique. Le PDS a bon fond, et ils ont parfaitement raison, de mettre la pression parce qu'ils sont dans le temps politique. Et les médias, nous cherchons systématiquement à avoir des réponses, des interrogations. C'est à la justice de savoir comment communiquer dans ces moments-là et de savoir dire, écoutez, il ne faut pas aussi rentrer dans la politique, dans la justice spectacle. Et ça, je crois qu'on a eu droit à la justice spectacle pendant un petit moment, surtout au début, à une sorte d'euphorie. Et c'est très très mauvais pour les dossiers. Parce que vous commencez un jeu, mais il faut le continuer, il faut aller jusqu'au bout. Or, la justice a son temps. Vous savez, Abacha, jusqu'à présent, on est en train de chercher ce qu'il a mis de côté, Abacha au Nigeria. Si Karim Wade a mis quelque chose de côté et qu'il s'y est bien pris, on va mettre du temps à avoir trouvé. Donc, je crois que la justice aussi, de son côté, devrait éviter de rentrer dans ce jeu que nous, les médias, nous devons mener parce que c'est notre rôle et que les politiques mènent pour avoir une certaine sérénité, appeler à la sérénité, ne pas prendre la parole n'importe quel moment, avoir des rendez-vous assez réguliers pour dire où est-ce qu'on en est dans les dossiers et puis on avance. Et puis, il faut aussi que l'État évite aussi, dans certains cas comme DP World, de passer par derrière, négocier, ce qui fait qu'après, vous mettez à mal la justice qui a découvert d'autres petites choses. Mais comme vous êtes parti négocier avec les patrons de DP World pour des intérêts évidents, après la justice dit oui, bon voilà, bon finalement on n'a rien trouvé. Non, si, il y avait quelque chose, mais on a négocié par en dessous. C'est ces petites choses-là qu'il faut qu'on arrête et qu'on revienne à un petit peu plus de sérénité et laisser la justice travailler. Parce que la justice, quand la machine est partie, elle est partie. Hein, il faut laisser le temps de trouver et quand elle trouve, elle dira voilà, on a trouvé d'autres petites choses et puis c'est compliqué. À ce moment-là, pour le PDS, Monsieur Ba, pour le cas que vous venez d'évoquer, DP World, moi je pense que si DP World était une propriété de Karim Wade, ces gens-là auraient discuté avec lui. Mais s'ils vont jusqu'au Koweït pour
à Dubaï pour discuter avec les vrais patrons de DP World. DP World qui est une multinationale qu'un Sénégalais ne pourrait pas quand même gérer comme ça. Moi, je pense que ça crée des failles. Hein, ça sème le doute et que véritablement, donc pour vous, si l'État, la justice n'avait pas trouvé en même temps qu'il sert aux Sénégalais que DP World appartient à Karim, va de l'autre côté pour négocier avec les vrais propriétaires pour structurer un 24 milliards ou quelque chose comme ça qu'il remet dans le budget de l'État. Moi, je pense que ça également, ça crée des situations de suspicion et inutilement, et ça a l'air d'une manipulation. La situation de suspicion est installée à partir du moment où l'État va négocier avec DP World. Parce qu'on nous a fait comprendre que DP World Dakar, c'était une société par rapport à une autre. Il y a un montage financier. Il y a un montage financier publié par vous et moi, nous ne connaissons pas d'ailleurs. malheureusement le fond du dossier parce que justement, c'est pendant devant la justice, on ne doit pas le faire. Et c'est là où l'État aurait dû se prémunir, éviter d'aller discuter avec DP World dans une affaire qui est pendant devant la justice, parce que justement, ça entraîne la suspicion. On parle en termes d'image. Vous savez, on est dans le domaine de la politique. Et dans le domaine de la politique, ce n'est pas les faits qui sont importants. C'est la perception que les gens ont des faits. Or, aujourd'hui, l'État a joué. Sur DP World, ils ont perdu. Mais sur l'affaire, en fait, de tous des biens mal acquis, on est dans une partie de poker. C'est-à-dire, chacun, il y a une surenchère. Ben, il y a bien un moment donné où il va falloir abattre ses cartes. La justice devra abattre ses cartes pour dire voilà ce que nous avons et maintenant on verra par rapport à ce qui a été annoncé. Mais il faut faire très attention parce que si vous annoncez beaucoup et que finalement la montagne accouche d'une souris, même si la souris vous amène en prison, c'est après il y aura un retournement de l'opinion en disant mais finalement avec tout ce qu'on a dit, il n'y a pas ça. Il faut faire attention. Et moi j'ai peur qu'on va tout droit vers ça. J'ai bien peur. Aujourd'hui, pour parler de 2 ou 3 dossiers bien précis, la sortie du procureur dans ce que l'on appelle l'affaire Aïda Ndiong, comme ça, votre lecture? Moi, je pense que le procureur a outrepassé quand même ses prérogatives par rapport à ce dossier-là. Et il a fait dans le détail. Hein? Il a fait voilà, dans le spectacle, dans le show. On dirait un politique. Voilà. Et ça, ce n'est pas son rôle. Moi, je pense que jeter cette dame en pâture à la vindicte populaire comme ça, gratuitement, c'est dangereux. C'est un précédent très dangereux. Et si on écoute bien son patron, le garde des Sceaux, qui dit qu'ils sont en train de réfléchir pour proposer à l'Assemblée nationale des dispositions qui permettraient au procureur de pouvoir communiquer, ça veut dire que au moment où il y a eu un problème, ça veut dire que au moment où le procureur prenait sur lui de communiquer de cette façon, cette disposition n'existait pas. Donc, il a enfreint la loi. Et, il a fragilisé le dossier. Il a fragilisé également le dossier. C'est-à-dire, désormais, il a politisé le dossier. Voilà. C'est ça le problème également. Parce qu'on a entendu Jean-Paul Diaz attaquer Aïda Ndiong qui est en prison. Jean-Paul Diaz n'est pas le juge. Il n'est pas imprégné du dossier. On a entendu le Parti socialiste attaquer Aïda Ndiong parce que c'est leur ancienne camarade de parti qui les a quittés en 2000. Il faut faire attention. Il y a toutes ces interventions qui entourent aujourd'hui le dossier pour en faire un dossier politique. Mais non, l'erreur de l'État, c'est de permettre à son procureur d'être le premier à sortir pour véritablement vilipender cette dame, alors que son dossier était en instruction. Ce dossier est en instruction, et puis il faut faire attention. L'État, que ce soit le régime PDS, le régime socialiste, le régime APR, c'est l'État, c'est l'État. Et quand on commence à dire que oui, il y avait 47 milliards, mais la CBO dit oui, mais nous, on ne peut pas enquêter parce que l'argent vient du Trésor, attention, et là, vous commencez à rentrer dans des domaines où, si on commence à faire des enquêtes, des grosses pointures qui sont peut-être même aujourd'hui toujours dans l'administration, on va devoir rendre compte. Parce que, voilà, c'est comme ça. Lorsqu'on est relativement assez maladroit dans ce genre d'affaires, vous savez, la justice n'aime pas le bruit. La justice n'aime pas le boucan. La justice, c'est la sérénité. Quand on a des accusations, on donne ce que l'on peut donner en sachant que demain, ça peut se retourner dans un sens ou dans l'autre. Vous savez, il y a des dossiers qui ont été ficelés où l'accusé était vraiment accusé, mais il y avait un problème de virgule qui était mal placé. Et ben, le juge de procédure, on fait tout sauter. Après, vous vous retrouvez quoi? Vous retrouvez dire, oui, mais en fait, on sait. Non, non, non. Une fois que la justice a pris la décision, c'est fini, on passe à autre chose. Donc, il faut faire très attention. Alors donc, aujourd'hui, c'est vrai que moi je me souviens avoir fait un reportage pour Africa 24 juste à la sortie, le jour des élections. J'avais interrogé les gens pour leur demander comment ils voyaient un petit peu le régime. Ils disaient en tout cas, nous attendons aussi qu'ils règlent le problème des gens qui ont volé l'argent. C'est clair que Macky Sall était attendu dessus.
Et il y avait une très grosse demande. Mais je pense que cette demande-là, malheureusement, on n'a pas su bien la gérer. Et aujourd'hui, on est rentré dans une politique spectacle. Et le PDS a parfaitement raison de se défendre comme il se défend, parce qu'il faut dire aussi que celui qui défend aujourd'hui, demain matin, peut être convoqué à la justice. Et puis, on ne comprend pas aussi toute cette procédure judiciaire. Il y a un monde judiciaire aussi qui existe, il y a des règles judiciaires qui existent. Nous, journalistes, on ne comprend pas. On a l'impression que quelqu'un qui est convoqué à la gendarmerie va être déféré au parquet tout de suite. Non, il y a une enquête. Non, mais c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on entretient au Sénégal une sorte de psychose, une sorte de pression médiatique. Oui, on a mis ce type en prison, donc il doit payer tout de suite. Non. C'est volontaire ou c'est involontaire? C'est les deux, mon général. Oui. Il y a déjà le cas des députés à qui on avait enlevé l'immunité parlementaire. Et puis en procédure d'urgence, ça a été une commande politique. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas convoqués, ça fait plus d'1 an. À quoi ça sert? Mais ça sert à quoi? Alors, on les attend pas sur ce terrain. Certains observateurs estiment que c'est l'un des moyens de gouverner, c'est-à-dire d'alimenter un peu la stratégie de com du storytelling. Chaque jour, une histoire nouvelle. Mais, au bout du rouleau, ça va créer une catastrophe. Oui, mais on a eu ça avec le... C'est pas bon, le résultat n'est pas bon. Vous savez que tout à l'heure, je vous disais que la PR et le PDS, c'est plus ou moins blanc, bonnet blanc. Ablaye Wade nous a abreuvés pendant 12 ans, et c'est vrai qu'on a été pendant 12 ans, on a eu un scandale par jour. Il y a des journaux qui sortaient, les hebdomadaires, chaque hebdomadaire, il y avait un scandale. Et quand il est parti, c'est vrai que les robinets ont été fermés. Et voilà, tout doucement, on veut revenir à cet ancien système pour essayer de... Non, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. La politique, ce n'est pas de mettre des gens en prison quand ils n'ont rien fait, ce n'est pas de les accuser. Il ne faut pas oublier que derrière une personne que vous avez accusée, il y a une femme, il y a des enfants, il y a des familles. Vous savez, il y a des parents. Vous savez, dans ce pays-là, qu'il y fait, ça a un sens. On vous met en prison pour rien, on vous ressort en disant vous n'avez rien fait, c'est fini. Vous avez sur vous, vous avez fait de la prison. Et surtout, les hommes politiques, on ne leur fait pas confiance. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on revienne dans ce pays-là à une politique beaucoup plus saine, à un débat d'idées. On est contre quelqu'un, on n'est pas contre quelqu'un physiquement. En plus, c'est les gens qui partent au baptême des uns des autres, au mariage des uns des autres, au décès qui se marient parfois entre eux. Qui se marient entre eux. Non, on fait un débat d'idées. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le champ des idées. Je ne suis pas d'accord avec vous, et ce qui permettrait d'éviter l'escroquerie politique dont je parlais. Quand on est tous aujourd'hui la volonté de travailler pour l'État, on veut améliorer le pays. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on n'a peut-être pas la même vision pour y arriver. Mais quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez pas la même vision que le parti au pouvoir. Donc vous ne pouvez pas vous retrouver. Et il faut aussi que les politiques arrêtent d'être amnésiques. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous dites telle chose, et quand vous êtes dans l'opposition, vous dites telle autre chose. Ça a été le cas avec le report des élections. Je me souviens très bien que quand le PDS était au pouvoir, ils n'ont pas été capables d'organiser une élection à date échue, sauf les présidentielles. Et aujourd'hui, ils sont les premiers à dire ce n'est pas normal. Oh, les gars, il ne faut pas nous oublier. Quoi. Mais je sais pas, moi je pense que ce n'est pas parce que le PDS n'a pas respecté le calendrier républicain que ceux, quand même, qui avaient présenté un profil plus ou moins enflé aux Sénégalais pour leur permettre d'accéder au pouvoir, devraient quand même prendre la peine de respecter le calendrier. Exactement. Et maintenant, c'est eux qui respectent. Et malheureusement, tous leurs alliés qui étaient aux assises nationales, qui avaient fustigé à l'époque le non-respect, sont aujourd'hui en train de faire la même chose. Sont aujourd'hui les premiers souteneurs de ces reports. Voilà. Et nous ne sommes pas encore épargnés d'un second report. Nous ne sommes pas encore épargnés. Moi, je pense que ce qui est dommage en politique, c'est de changer, comme il dit, changer de position suivant les positions. Voilà. Voilà. Changer de position. Et moi, je pense qu'il y a des principes fondamentaux qu'il faut garder, qu'on soit au pouvoir ou dans l'opposition, parce que c'est fondamental. Alors, nous allons avancer à nouveau dans cette émission. Nous allons parler de la deuxième commémoration de la disparition du jeune Mamadou Diop. Nous allons écouter successivement Mamadou Diop, le père de Mamadou Diop, lors d'une conférence de presse. Juste après, vous entendrez Rokaya Gassama, président du collectif des victimes préélectorales. Nous écoutons cela et nous reparlons de cela juste après Magnéto. 2 ans après la mort de l'étudiant Mamadou Diop dans des manifestations préélectorales, sa famille continue toujours de réclamer justice. Effectivement, depuis la mort de Mamadou Diop, les auteurs et les commanditaires ne sont pas inquiétés et que la justice fait du dilatoire, si je peux dire, parce que depuis 2 ans,
que la plainte est déposée, que c'est malgré la volonté de nos avocats, ils ne sont pas entendus et on se demande pourquoi. On a vu tout ce que le commissaire a fait et que même les conducteurs du Dragon ont été entendus par la DIC et on est au courant de ce qu'ils ont déclaré. Donc le commissaire Arounesi ne peut pas échapper à ces règles. Et selon les membres du collectif des victimes et parents de victimes des violences électorales, l'État du Sénégal n'a pas respecté sa promesse d'indemniser les victimes. C'est une promesse, en fait c'est un engagement politique que l'État avait pris à travers le président de la République Macky Sall, qui avait été bien salué d'ailleurs, mais le problème c'est que cet engagement politique n'a pas eu d'acte visible. Évidemment, il y a une commission qui a été créée et cette commission est chargée normalement de voir au cas par cas tous les dossiers qui ont été déposés par le collectif et à travers le collectif les avocats. Aujourd'hui, nous avons constaté que la commission a été vidée de son sens. Pour rappel, l'étudiant Mamadou Diop a été tué le 31 janvier 2012 lors d'une manifestation politique à la place de l'Obélisque. Boubacar Ba, est-ce qu'un pouvoir peut réellement prendre le risque de prendre par le collet ce qui assure sa sécurité? Assurer la sécurité d'un État ne veut pas dire forcément que vous avez le droit de tout faire. Le problème, c'est que nous avons au Sénégal une vision un petit peu spéciale de la sécurité. Je me souviens très bien, un petit détail, je suis dans la circulation, il y a un cortège qui passe, et puis tout d'un coup, moi, on me force quasiment à me jeter sur le devers. Au nom de quoi? Parce que c'est le président de la République qui passe? Non. La sécurité du président ne veut pas dire notre insécurité à nous. Et les forces de l'ordre ne sont pas là pour le pouvoir, les forces de l'ordre sont là pour l'ordre public. Et quand on dit public, il y a tout le monde à l'intérieur. Je viens d'entendre le père de Mamadou Diop parler et on sent la peine d'un père qui voit son fils jeune disparaître finalement. Pourquoi? Pour rien, oublier, et c'est ça le problème, c'est qu'au Sénégal, nous avons tendance à oublier très souvent ces gens, ces jeunes, ces personnes qui sont mortes sur des terrains politiques. Ils parlent d'auteurs et de commanditaires. Il n'y a pas d'auteur et de commanditaire. On n'a pas décidé de tuer son fils. Seulement, il s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Et moi, j'en veux à M. Arounesi, qui n'a montré aucune compassion à l'époque des faits. Il a dit, j'ai fait mon travail. Non, on ne vous a pas demandé de tuer des gens, on vous a demandé de faire des guerres pires. Vous auriez pu dire, il aurait pu montrer un peu plus de compassion. Les accidents, ça arrive, c'était un accident malheureux. Et le premier responsable est l'État, parce que c'est l'État qui a demandé, et l'État est représenté par ses forces de police. Les forces de police sont un démembrement de l'État chargé d'assurer la sécurité de tous, aussi bien des gens qui manifestaient, des gens qui ne manifestaient pas. Dégager une manifestation ne veut pas dire tuer des gens. Et M. Arounesi aurait pu faire preuve de compassion parce que indirectement, il est responsable de la mort de Mamadou Diop. Et l'État est responsable. Et il ne serait-ce qu'un dédommagement, il doit avoir un dédommagement. Maintenant, la justice, c'est la justice. Je ne connais pas le dossier est pendant. Le dossier prendra le temps qu'il prendra. J'espère, contrairement aux nombreux cas qu'il y a eu à l'époque du régime de Wade, où on a eu des morts et finalement, ça ne s'est pas allé très loin. Talasila a été agressé, on ne sait pas qui l'a agressé. Il y a plein d'histoires comme ça. Je pense que là, quand même, on devrait montrer l'exemple et rappeler aux forces de police qu'elles ne sont pas là pour tuer les gens, qu'elles sont là pour protéger aussi bien ceux qui manifestent que ceux qui ne manifestent pas. Maïro Faye, il faut d'abord avoir une pensée pieuse pour la mémoire de Mamadou Diop. C'est regrettable, comme il l'a dit. C'est un père qui presque est en détresse parce qu'il a perdu un jeune enfant qui a laissé derrière lui une épouse, de petits-enfants et une carrière déjà mise à l'eau. Donc c'est très difficile dans ces conditions. Et je pense que c'est une perte énorme pour tout le monde, pour tout le pays. C'est un jeune étudiant qui disparaît comme ça dans des situations très compliquées de manifestations politiques où il y avait l'intervention des forces publiques. C'est très compliqué, mais c'est de la responsabilité de l'État. C'est de la responsabilité de l'État parce que le commissaire Arounesi aussi,
n'y est pas allé de son propre chef. C'est parce que il avait un rôle à jouer, il l'a joué et malheureusement ça a mal tourné. Et c'est pas seulement pendant le président Abdoulaye Wade qu'il y a eu ces morts tragiques. Et depuis notre indépendance, on a connu quand même beaucoup de disparitions de cette nature, de Demba Diop à Balla Gaye, à Mamadou Diop en passant par Balla Gaye et les autres. Oui, il y en a plus d'une dizaine. Et malheureusement, du régime socialiste au régime libéral, et même pendant ces deux années de règne du pouvoir apériste, on a assisté quand même à quelques morts, quand même. Plus de 5 morts, dans des commissariats, dans des manifestations et autres. Mais aujourd'hui, le cas Mamadou Diop fait partie des cas les plus visibles parce que c'était le moment. C'était un moment très tendu de notre démocratie parce qu'il y avait deux gros pôles qui se faisaient face entre, d'une part, la majorité et l'opposition, ce qui a permis de procéder à une seconde alternance. Donc, c'était des moments forts. Moi, je pense que aujourd'hui, le mal est fait. C'est très triste, mais l'État devrait se tourner du côté de la famille, ne serait-ce que pour une assistance. Il ne peut pas revenir, on ne peut pas le remplacer, on ne peut pas l'acheter. Ce n'est pas possible parce que c'est une vie humaine. C'est très important. Mais l'État doit faire des efforts à l'endroit de la famille de Mamadou Diop, ne serait-ce que pour les apaiser. Prendre en charge son épouse, ses enfants et ses parents, parce que c'était un soutien de famille. Et moi, je pense que ça doit même aller au-delà du cas Mamadou Diop, et qu'on répertorie tous les cas qui ont créé des situations de crise sociale, et que l'État, qui a en charge cette mission également, essaie de faire un geste, ne serait-ce que pour apaiser. Et l'État doit être condamné. Je veux dire que je trouverais tout à fait normal que la justice montre l'exemple en disant l'État n'est pas... il n'y a pas une immunité parce que l'État n'a pas d'immunité. L'État doit être condamné parce qu'il doit assurer la sécurité de tous. Ce n'est pas parce que vous êtes en prison, que vous êtes un malfaiteur, que l'État ne doit pas assurer votre sécurité. Parce que vous êtes sous sa responsabilité à ce moment-là. Vous êtes derrière une porte et devant la porte, il y a un policier, c'est un démembrement de l'État. Donc quand vous rentrez dans un commissariat, ce n'est pas pour ressortir les pieds devant. Donc il faut qu'il y ait des responsables et des coupables. Oui, tout comme si même moi j'agresse M. Faye, je vais en justice, on va dire, M. Ba, vous l'avez agressé, vous êtes condamné. C'est la même chose si l'État agresse. L'État doit être condamné. Mais l'État doit être condamné au nom que tout le monde, c'est une personnalité juridique. Je suis désolé. Si ça doit aller au procès, que ça aille au procès et que l'État soit parti au procès. C'est noté donc. Nous passons dans la dernière partie de cette émission en passant un tout petit peu en revue justement les actualités, quelques actualités de cette fin du mois de janvier 2014. Nous revenons juste après Magnéto. Le gouvernement a pris la mesure qu'il fallait, la bonne mesure, c'est-à-dire de rappeler que c'est à 200 francs le kilo que l'on doit vendre les arachides. Deuxième mesure, le gouvernement a pris les dispositions pour que les OPS soient financés. S'ils sont financés, c'est eux qui ne doivent pas, justement, après avoir été financés, ne pas jouer correctement leur rôle pour créer une situation de rareté et en profiter pour obliger les paysans à bazarder leurs récoltes. Donc, nous, monde rural, nous paysans, agriculteurs du Saloum, nous demandons à parler directement avec Macky Sall. Cet intermédiaire-là ne fait que utiliser le paysan. Mais nous en avons marre. Et Macky Sall doit savoir que c'est nous qui l'avons élu. Et nous avons nos cartes. Et nous sommes prêts à lui tourner le dos. Nous lui demandons de venir en aide au monde rural. Nous sommes fatigués. Il nous faut des financements. Il faut qu'il réouvre les points de collecte. Ici dans le Saloum, il y a 150 points de collecte qu'on a agréés dans la région de Kaolack. Il n'y a que 20 qui fonctionnent. Mais où sont ces 20? Où sont ces 20? Nous ne l'avons pas vu. Il faut qu'on nous dise la vérité. Si l'État ne peut pas acheter, qu'il nous laisse en paix et nous allons brader nos graines parce que nous avons des besoins.
3 blessés graves, c'est le bilan d'une série d'agressions par machette qui s'est produite successivement dans les quartiers Mbour 1 et Sud Stade Lat Dior, des œuvres d'une bande d'individus armés. Dans la nuit du vendredi 24 janvier, des personnes non identifiées sont descendues vers les coups de minuit, agresser le gérant d'une gargote au quartier Mbour 1, près de chez le délégué du dit quartier, le blessant gravement. Aujourd'hui, ces populations se posent la question de savoir où sont les forces de l'ordre réputées garantir leur sécurité et qui avaient pour habitude de faire des rafles et descentes inopinées dans les quartiers pour tenir en respect les malfrats. Ramatoulaye Sarthiès, Radio-Télévision Walfadjri. Donc une interruption, le mot est plus correct que grève, des activités médicales, mais le service minimum est assuré. C'est-à-dire que toutes les urgences seront assurées et c'est le service normal qui est interrompu. Alors la revendication principale est liée au non-paiement des salaires. Donc nous n'avons pas perçu nos salaires du mois de novembre, celui du mois de décembre, et nous n'espérons pas percevoir de sitôt le salaire du mois de janvier. L'hôpital restera nous devoir 3 mois d'arriérés de salaire. Dévaluation du franc CFA, c'est bien pour les exportations des pays africains, moins bien pour leurs importations. Janvier 1994, janvier 2014, 20 ans après la dévaluation du franc CFA, les populations se souviennent. Waouh! Je me souviens de la dévaluation, ça fait juste 20 ans. Dévaluation, oui, parce que ça fait presque 20 ans. Je me souviens très bien de la dévaluation. Selon ces citoyens rencontrés, cette dévaluation avait bouleversé l'économie du pays. Les prix ont subitement augmenté. Jusqu'à aujourd'hui, les temps sont de plus en plus durs. Le sigle GAIPES est revenu une fois dans les discours des marailleurs. Les professionnels des produits halieutiques dénoncent la position du groupement des armateurs et industriels de la pêche du Sénégal qui s'oppose farouchement à ce que l'État du Sénégal délivre des accords de pêche aux bateaux étrangers. Les marailleurs rament à contre-courant de la volonté du GAIPES. Alors donc nous estimons que le Sénégal doit pouvoir accorder ses licences de pêche, d'autant plus que il y a des mesures d'accompagnement aussi qui ont été proposées par la partie russe, notamment la reprise de la société Africamer, l'érection de complexes frigorifiques dans presque tous les quais du Sénégal, la construction de navires, de bateaux modernes, pirogues modernes, que les Russes veulent rétrocéder à la pêche artisanale. Nous aussi, nous avons demandé en tout cas à pouvoir bénéficier de ces navires. Alors, entre Ousmane Tanordien à propos de la campagne de commercialisation arachidière, Kebabité qui porte le désespoir des paysans, le docteur Marie-Louise Gueye de l'hôpital Abbas Ndao, ce sujet sur la dévaluation, ou encore Doudou Falnian au nom des armateurs, ou une autre actualité, éventuellement ce combat de lutte qui s'est déroulé le vendredi. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette semaine, Mayoro Fayan, en 1 minute à peine? C'est plus la situation du monde rural. Les paysans qui aujourd'hui sont dans le désarroi. Malgré l'annonce faite par l'État d'amener le kilogramme d'arachide à 200 francs aujourd'hui, il y a un premier problème, c'est le problème des points de collecte. D'habitude, c'est des milliers de points de collecte. Aujourd'hui, on ne peut pas en compter des centaines. J'ai entendu le vieux qui, son regard perdu son regard perdu, marqué par un désespoir, qui dit qu'ils attendaient 150 points de collecte. Aujourd'hui, on leur a promis 20, et même les 20, on ne parvient pas à les voir. Ils demandent déjà à l'État de leur dire si oui ou non, il est toujours en mesure de leur acheter leur arachide. Si c'est non, on les laisse le soin d'aller brader leur arachide. J'ai entendu ce matin un autre paysan dire, cette fois-ci, on n'aura même pas vu les 8 mois qu'on avait d'habitude, parce que leur récolte leur permet de vivre pendant 8 mois sur 12. Aujourd'hui, ils risquent de vivre avec cette récolte que pendant 3 mois. Ça, c'est des situations alarmantes qu'il faut regarder. Est-ce que c'est un héritage du PDS? Malheureusement, ça concerne
plus que la moitié des populations du Sénégal, qui malheureusement n'ont pas toujours l'opportunité que nous avons, vous et moi, de parler à travers les médias, de se faire entendre. C'est une situation très difficile. Moi, je pense que aujourd'hui, il y a également, en dehors de cette situation du monde rural, la situation des agressions, c'est-à-dire la question de la sécurité. En une semaine, des agressions à Dakar, des agressions dans le département de Saint-Louis, des agressions à Touba, des agressions à Mbour, des agressions à Kaolack, et il y a des morts d'hommes. Ça pose un problème de sécurité. Moi, je pense qu'au moment où on nous dit qu'il y a 10 000 jeunes qui ont été recrutés et ils seront payés par les fonds de l'État pour une sécurité de proximité, moi, je pense, et je l'ai toujours dit, qu'on devrait peut-être orienter ce budget vers la gendarmerie, vers la police, pour mieux les équiper, parce qu'ils sont préparés à ces genres de missions. Et cette police de proximité ne va pas nous apporter grand-chose, alors qu'au même moment, il y a des vies humaines qu'on est en train de perdre. C'est déplorable. Alors, Boubacar Baj, l'actualité ou les actualités qui vous auront le plus marqué? Donc, je partage le point de vue de Mayoro Faye. Quand on a 75% de la population qui vit directement ou indirectement de l'agriculture, ce n'est pas un pan que l'on peut négliger. Je crois que les socialistes avaient réussi malgré tout à mettre en place un système au niveau de la culture qui avait fonctionné. On a entendu véritablement parler des problèmes agricoles dans les premiers temps du régime de Wade avec les fameux bons impayés et tout ça. Je pense qu'il faudrait que l'on revienne à cette organisation qui était quand même assez bien huilée, parce que Macky Sall aujourd'hui veut qu'on retourne à la terre. Et vous ne pouvez pas inciter les gens à retourner à la terre si les agriculteurs qui sont là-dedans de par leur naissance ont des problèmes pour écouler leurs marchandises. Il n'est pas normal que dans un pays où on produit un bien, que les personnes qui le produisent ne soient pas capables de le vendre. Si l'État, effectivement, a une nouvelle politique agricole, qu'elle le fasse savoir aux différents acteurs pour leur permettre à ceux-ci de se retourner, parce qu'il en va de la survie de nombreuses personnes. Donc, il est très important que l'État ait une politique cohérente en matière d'agriculture et qu'il la fasse savoir aux principaux acteurs et qu'il mette en place un système qui permette à tout le monde de pouvoir en bénéficier. Et 75% de la population en dépendent et ce n'est pas rien. Effectivement, les problèmes de sécurité sont latents. L'Agence nationale pour la sécurité de proximité, c'est un bon joujou politique, mais ça ne servira strictement à rien. Vous avez des gens qui sont formés pendant des années et des années en matière de sécurité, en maintien de l'ordre, et vous allez prendre des jeunes. Je ne suis pas contre ces jeunes, mais pourquoi ces jeunes ne pourraient pas être intégrés à la gendarmerie et à la police, auquel on ajouterait le fameux budget de l'Agence nationale, on l'ajouterait et ça apporterait des forces. Parce qu'aujourd'hui, il y a des localités de non-droit, il y a des zones de non-droit. Vous savez, les malfrats, ils vont là où ils sont sûrs de ne pas rencontrer la police. Notre police, elle est bonne, notre gendarmerie, elle est très bonne, mais le problème, c'est que quand pour sortir, ils disent oui, mais bon, on n'a pas de carburant pour sortir, il y a un problème, on n'a pas de véhicule pour sortir. Et pourtant, quand vous êtes sur la corniche à Dakar, vous approchez de la maison de Macky Sall sur la corniche, vous avez tout un détachement de gendarmerie là-bas. C'est vrai que les voisins se disent aujourd'hui, on est le coin le plus sûr de Dakar. Bon, mais d'un autre côté, vous avez des localités où des citoyens ont voté pour Macky Sall. Je suis désolé, Monsieur le Président. Il y a des gens qui ont voté pour vous et qui se font massacrer par des gens parce qu'il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de gendarmes. Ça pose un problème. Et c'est juste le mot de la fin. En 10 secondes, l'histoire du monde rural, vous savez, pendant les 2 dernières années du régime de Maître Abdoulaye Wade, les techniciens quand même avaient réussi à trouver de bonnes graines et de bonnes semences. Et il y a eu de très bonnes productions. Parallèlement également, ils avaient trouvé un partenaire chinois qui venait acheter le kilo à 250, 300 francs. Mais malheureusement, ça s'est arrêté. Et les gens avaient l'espoir que cette année également, il allait avoir une bonne production et les Chinois seraient encore là pour les acheter. Il y a tout ça, ce traumatisme-là, cette déception. Donc moi je pense que la responsabilité revient encore à l'État et que l'État doit aller vite assumer cette responsabilité parce que c'est une urgence dans le monde rural. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci à vous, Mayoro Faye. Merci à vous, Boubacar Baj, d'avoir accepté notre invitation. Vous suiviez Actu en 7 la première de février 2014. Merci à vous de nous avoir suivis. Agréable suite de programme à toutes et à tous.